Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Maintenant, c'est un gros événement que je vais m'attaquer dans l'année 2016, même si vous avez peut-être remarqué ce que j'avais dit dans l'autre vidéo précédente, que j'en ai pas énormément beaucoup, mais que ça peut au moins passer. Donc sans trop tarder, je vous montre directement le gros show annuel de l'année d'un pay-per-view. WrestleMania 32, commenté par Philippe Chiro et Christophe Ajus. Même si je sais qu'il existe en version anglaise, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir la version française. J'espère que certains d'entre vous a eu la chance, justement. Et que là, on voit tous les big names. Tout d'abord, pour le titre des divas, même si il sera remplacé par le titre Women, entre Charlotte, Sacha et Becky. Après, le match entre Brock Lesnar et Dean Ambrose, Shane McMahon et l'Undertaker, qu'on regrette vraiment que ne se soit pas Sting face à l'Undertaker. Vraiment, on regrette vraiment. Et bien sûr, le main event, Roman Reigns contre Triple H. Après tous les moments forts de WrestleMania. Il dure 8h52. Programmes spéciaux. Donc sa victoire en main event, la victoire de Charlotte, l'intervention des légendes et aussi The Rock et John Cena qui s'associent contre la Wyatt Family. Je vous montre le DVD même si vous savez qu'il y en a 3 à l'intérieur. Et c'est marqué par les listes comme ça. Donc, vraiment sympa. Et au fond, c'est le public. Voilà. Voilà, vous avez compris que c'est au moins le public. J'ai un peu un rhume, hein, si vous m'entendez des fois faire... C'est normal, sachez-le. Mais bon, j'essaye de mieux, on va dire, mieux me prévoir. Des fois, je n'arrête pas de me moucher tout le temps. Je me rince la gorge pour essayer de mieux articuler, mais forcément, avec un rhume et des mal de gorge, c'est un peu compliqué. Je pense que je vais me concentrer tout d'abord sur les bonus. Ouais, sur les bonus. Donc tout d'abord, pour le DVD 2, je vais plutôt me concentrer sur le Hall of Fame avec le DVD 3. Et après, on passe au DVD 1. Le premier à être intronisé, c'est le Godfather. Oui, le parrain. D'ailleurs, on voit justement ici, à côté de Sting. Et il y a vraiment des gros noms, hein. Donc, The Godfather, Jacqueline, qu'on voit là. Ensuite, je poursuis. Stan Hansen. Alors, étonnant de voir Stan Hansen être intronisé dans le Hall of Fame à la WWE. Bien sûr, c'est étonnant à chaque fois, même si je pense qu'il n'a pas fait une grande carrière à la WWE, mais il a fait une grande carrière au Japon, hein, là où il a été un des plus renommés, notamment pour ses lariats dévastateurs. Donc Stan Hansen, en gros, inattendu, mais il mérite sa place. Après, The WWE 2016, Legacy of Hall of Fame. Donc ça raconte l'héritage du Hall of Fame, tout ça, etc. Ensuite, The Fabulous Freebirds. Oui, les Fabulous Freebirds, où il y a Michael Ace, ici. Et après les noms, ça me pose problème quand j'oublie les noms. Oui, ça pose vraiment problème. Peut-être Terry Gordy ou alors Jerry Gordy, je crois. Ou... allez... je sais bien que je les avais déjà cités. Mais il faut dire que quand j'essaie de retenir les noms, c'est un peu compliqué. Donc, encore désolé pour eux, mais voilà. En tant que faction d'une équipe, ils méritent de leur intronisation. Après, le Big Boss Man. Le Big Boss Man se fait introniser par ses filles.
vu comment vous saviez que le Bossman est décédé. Non, ce n'est pas à cause qu'il s'est fait pendre à WrestleMania 15 lors d'un Hell in a Cell, c'est totalement trompeur. Donc n'allez pas croire ça, c'est entièrement faux, de archi faux. Mais bon, il nous a malheureusement quittés depuis pas mal d'années et que c'est ces deux ou trois, quatre filles qui l'intronisent. Mais bon, sans trop rien de plus à parler. Après, ben, Snoop Dogg, lui, se fait introniser par John Cena, même si on sait qu'il va, on va dire, faire le, le theme song de Sasha Banks lors du Mania 32, et aussi lorsqu'elle va passer Hill, car oui, il apparaît dans le theme song renouveau de Sasha Banks, mais on ne sait pas si elle va revenir un jour. Mais bon, ça, on ne sait pas du tout si l'avenir nous réserve quelque chose ou pas. Ensuite, John Lunden qui se fait introniser. Et pour terminer, ben, celui qu'on regrette de ne pas avoir affronté l'Undertaker. On le regrette hein, parce que ça vendait tellement du rêve. Donc le Stinger, oui, Sting, si je crois bien, il se fait introniser par Ric Flair. Et que je sais bien qu'il a parlé des bons moments dans sa carrière, de sa renommée. Sachant que Sting, c'est pas la première fois qu'il se fait introniser dans un Hall of Fame. Je pense que je vous les avais déjà dit lors de Slammiversary 10, où il s'est fait introniser. Et ça a été l'un des rares catcheurs à avoir été intronisé par sa renommée, par son expérience, par ses multiples défenses de titres, ses matchs mémorables. Et que les catcheurs en parlaient des beaux moments qu'ils ont eu avec Sting à la TNA. Eh ben, on va dire ça, que Sting s'est fait introniser 2 fois. Ou alors peut-être 3 fois du côté de la WCW. Oui, la WCW à l'époque, ils avaient un Hall of Fame. Donc ils en avaient un jusqu'à ce que ça soit racheté. Et que maintenant, quand on regarde la plupart des fédérations, ils ont non des Hall of Fame. Et non, je ne suis pas en train de déconner. Même, même pour PW Insider aussi, ils ont un Hall of Fame spécial catch. Donc c'est ultra organisé. Et que si je me rappelle bien, ces enfants étaient présents de Sting. Ces enfants qui sont des adultes. Et qu'ils parlent l'un de ses grands matchs avec Ric Flair. Même avec Hulk Hogan. Et je sais pas s'il a mentionné la TNA, mais je ne pense pas du tout. Vu comment si jamais il mentionne, ils sont capables, on va dire, de censurer le terme. Comme si c'était un gros mot, mais en vérité c'est pas un gros mot. Mais il l'a pas dit, du fait qu'il a parlé de toutes ses plus belles rencontres dans le monde du catch. Et que pour nous en tant que fans, eh ben, on le regrette de ne pas avoir affronté l'occasion d'affronter l'Undertaker. Sachant que ce serait une affiche qui vendrait du rêve. Et vous aurez peut-être marqué qu'il y a même des absents, que ce soit Randy Orton, John Cena, mais sauf que John Cena, il est bien présent dans Mania 32. Daniel Bryan, vous savez bien, à cause de sa blessure au cou. Seth Rollins, à cause de sa blessure au genou, ça on le sait. Et Cesaro, mais sauf que Cesaro, lui, va faire son retour le lendemain de WrestleMania. Parce que vu comment lui était blessé à l'épaule. Mais bon, il y aura même des débuts et retours lors du lendemain de Raw. Et je sais que j'ai le DVD là, mais que ce serait une surprise. Oui, une surprise pendant la période de fête. Pour ça, il faut être patient. Et que maintenant, je passe directement au DVD 1 pour les matchs. Tout d'abord, il y a les matchs bonus. Ça, il faudrait que je vous... Je crois que c'est bon. Peut-être que c'est bon. Tout d'abord, ben, le match qui ne figure même pas sur la carte, car il faut dire c'est un kick-off. Voilà, les trois, ce sont des kick-offs.
Kalisto contre Ryback pour le titre des États-Unis. Vu comment on va dire ce sera son dernier WrestleMania pour Ryback et peut-être pas son dernier pay-per-view, mais je sais bien que il aura, on va dire, fait quelques pay-per-view avant de partir, car vous savez bien à cause des les procès, des mauvais accords entre guillemets, et que là, en regardant le match, là le public était en train de s'y installer parce qu'ils n'étaient pas encore tous nombreux. Il fallait que qu'ils mettent un match pour hyper le show. Et que là, vous vous dites peut-être que c'est Ryback qui va faire qu'une bouchée de Kalisto. Sauf que l'inverse, ben, c'est Kalisto qui a réussi à battre Ryback. Il est allé jusqu'au bout de ses efforts pour arriver à le battre le Big Guy et de battre ce dernier. Voilà. Il le bat avec la Sanidal El Sod et je lui mets un 3,20. Allez, 3,20. Pareil pour le Total Bellas contre Team Bad and Blonde. Donc, belle et méchante. Enfin, belle, dangereuse et méchante. Et blonde aussi. What the fuck? Alors là, pour les noms, ça, il faudrait que je vais vous dire ça. Car je sais bien, c'est Total Diva qui remporte le match. Je pense que j'ai dit Total Bella, mais non. C'est Total Diva. Vu comment ils sont en train de vivre leurs derniers instants, les divas. Car on sait bien qu'après, ce sera les Women's. Voilà, les femmes. Donc dans Total Diva, il y avait Brie Bella, Alicia Fox, Eva Marie, Natalia et Paige. Et dans l'équipe de Bad and Blonde, donc belle, dangereuse et méchante, et blonde, ben, il y avait Emma, Lana, Naomi, Summer Rae et Tamina Snuka. Faut dire ceux-là, ce ne sont pas des blondes. Bref, si ce n'est que j'ai mentionné que c'était victoire de Total Divas, et pourtant c'est la vérité, c'est victoire de Total Diva. Si je crois bien, c'est c'est Brie Bella qui remporte par soumission. Je crois qu'elle a fait le Yes Lock de Daniel Bryan pour le rendre hommage, même s'il ne catch plus. Donc elle a utilisé ça dans son arsenal pour remporter le match. Et à la fin, ben, elle se fait célébrer par Total Diva. Et aussi, ben, sa sœur, qui était blessée au cou, le rejoint. Et je crois que ça va être là que ce sera le dernier pay-per-view de Brie Bella, je crois. Car après, elle arrêtera le catch pour décider d'avoir un enfant avec Daniel. Ce sera une fille également. Et après, un peu plus tard, ben, ce sera un garçon. Du fait qu'ils ont que du bonheur, c'est ce qui compte pour eux. Ce match-là, 3,20 également. Et pour terminer, pour les shows qui ne sont pas sur la carte. Ouais. Excusez-moi, encore. Donc, ben, les Usos contre les Dudley Boys. Eux, qui ont fait leur retour en 2015 face au New Day, eh ben, ils ont fait récemment des heel turns bah, pour, on va dire, pour prouver que c'est l'équipe la plus dure à cuire et aussi les plus intraitables. Je pense pas qu'ils ont déjà été champions récemment avec ce nouveau logo, mais je pense peut-être pas. Ah, c'est dur à dire. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment très dur à dire. Et que ils ont peut-être cru que c'était un match pour les tables. Ils ont peut-être cru, mais sauf que c'était pas un match pour les tables, car c'était un match ben, normal, basique, où il y a beaucoup de changements, beaucoup de prises, attaque en traître, le Waza avant le descendre du coup de boule, tentative de 3D mais sans rien y faire, double super kick, et si je crois bien, ce sera Devon qui sera sacrifié avec un splash de Jimmy ou de Jay. Et après, en mauvais perdant, ben Boba attaque Jimmy et Jay. Et qu'il demande à Devon d'aller chercher les tables, malgré qu'il est sonné. Donc ils vont chercher chacun à leur tour une table. Mais sauf que rien n'y faire.
Ça va être eux qui vont se faire installer sur la table et un double splash. Bien sûr, c'est pas dans la même table, hein. C'est 2 tables différents. Et voilà quoi. Ce match-là, 3,5. Je mets 3,5 sans trop prétentieux. Trop prétention, pardon. Mais voilà. Tout d'abord, la carte principale cette fois-ci. Là, on est vraiment dans la carte principale pure et dure. Donc, match d'échelle pour le titre intercontinental. Là, si je crois bien, ça fera la 2e année consécutive. Vu comment la première année consécutive pour le match d'échelle pour le titre IC, c'était en 2015. Et ils remettent le paquet en 2016. Alors, les participants sont Zack Ryder, Kevin Owens, Dolph Ziggler, The Miz, Sami Zayn, Sin Cara et Stardust. Et ce sera aussi également le dernier pay-per-view de Stardust, vu comment après il partira à la TNA, où il va se développer en tant que American Nightmare, le cauchemar américain, auquel il va remporter un titre à la Impact, il va remporter un titre à la WCPW. Ouais, je crois que c'est ça. Il a même été à la PWG, mais il n'a pas capturé le titre de la PWG. Il a été à la NJPW où il a été champion des États-Unis, champion NWA du monde poids lourd. Même à la Ring of Honor, il a été champion ROH du monde. Tandis que Ryder, lui, qu'on ne s'attendait pas à le voir gagner. Là, tout d'abord, je vais vous expliquer un peu les spots qu'il y a eu. Je me rappelle des échanges de spots entre Owens et Zayn, surtout. Et que à chaque fois, Sami Zayn a l'impression qu'il va le démembrer Kevin Owens, vu comment il utilise l'échelle de manière brutale. Et pareil pour Owens, il n'a pas hésité à faire des prises de fou, notamment à faire un frog splash alors qu'il y avait une échelle. Si je crois bien, il a fait ça sur Zack Ryder, je pense. Ensuite, Sin Cara, lui, on ne s'attendait pas à le voir remporter le match. C'est pour ça qu'il a été vite écarté du match à cause d'un spot où il a sauté une échelle pour atterrir dans l'autre échelle. Donc, il nous a fait une Shelton Benjamin. Il nous a fait vraiment une Shelton Benjamin. Tandis que le Miz, lui, fouillait ses adversaires pour éviter de se faire trop subir, même s'il en a pris plein la figure. Tandis que Dolph Ziggler, lui aussi, il n'a pas hésité à faire des choses incroyables. Vraiment des choses vraiment, vraiment incroyables. Et Stardust, vu comment il se prenait hyper drôle, même si on trouve sa gimmick un peu honteux et scandaleux, il essaie de s'imposer, même si on sait bien que la WWE va pas le donner une autre chance. Mais il attend quand même. Après que tout le monde a été out durant le match, il restait plus, on va dire, que Sami et le Miz, ou Ziggler et le Miz, ou Sin Cara, Stardust avec le Miz, peut-être peu importe. Et que je me rappelle bien quand le Miz avait le titre, il flintait en disant regardez-moi bien, je vais vous décrocher, je serai votre nouveau champion intercontinental, pardon. Et après il se fait pousser, non, il se fait guillotiner par Zack Ryder. Et c'est là où Zack Ryder remporte le titre en décrochant. Et donc c'est la première fois dans toute sa carrière qu'il a été champion intercontinental. Et par contre, le plus scandaleux, ce sera le lendemain de Raw. Oui. Où il affrontera le Miz. Et je vais pas vous le dire, je vous le dirai dès qu'on aura découvert les cadeaux. Mais ça, il faudrait que d'abord, il faut que je regarde avant d'ouvrir les cadeaux. Parce que certes, il y a mes cadeaux, mais je ne peux pas vous le dire ce qui a tout eu de tout en boucle. Parce que si jamais je le dis, ce ne sera pas une surprise. Donc pour ça, il faut éviter de spoiler et de trop spammer. Mais bon, un match à échelle pas mal, vraiment pas mal. Je le mets 3,40. Voilà, je mets à 3,40. Et ensuite, AJ Styles, enfin, Chris Jericho contre AJ Styles. Voilà. Le premier WrestleMania d'AJ, mais c'est pas la dernière pour Chris Jericho. Voilà.
Donc leur petite rivalité est venue quand AJ a effectué un début fracassant au Royal Rumble et qu'il a affronté Y2J le lendemain de Raw et qu'ils se sont affrontés à SmackDown également jusqu'à ce qu'ils s'affrontent à Fastlane où c'est Styles qui remporte la confrontation et à SmackDown on sait bien que c'est Chris Jericho qui a remporté la confrontation mais que là c'est AJ qui remporte et ils ont voulu tenter en équipe, vraiment tenter en équipe, mais que Chris Jericho avait un plan derrière la tête. Faire, on va dire, faire perdre les titres par équipe entre lui et AJ pour lancer une rivalité, de l'attaquer en traître. Comme si c'était de la jalousie envers AJ, peut-être. Oh, je dis bien peut-être, c'est peut-être de la jalousie, mais ça, j'en pense pas plus, pas moins. Mais pour lui, cette défaite amère, il l'a senti autrement et que cette fois-ci, il veut le battre dans la plus grande scène au monde, qui est WrestleMania justement, où il veut l'humilier et prouver que c'est lui le meilleur au monde dans ce qu'il fait. Et on se rappelle qu'il avait fait 3 fois des code breakers et même lui faire bouffer le t-shirt qui était marqué Y2AJ et qu'il n'a pas arrêté de scander son nom. AJ Styles, AJ Styles, AJ Styles. Il n'arrêtait pas de scander son nom pour l'air de dire je scande son nom pour l'énerver et que je suis fier de ce que je dis, je tiens mes propos en haleine. Tandis que AJ, il sera un héros de la foule et il tente désespérément de, de percer à la WWE parce qu'il faut dire, certes, il a fait un début fracassant, mais il manquait un truc, c'était le côté le côté, il faut toucher le public dans, dans le bon sens, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, il voulait réussir. C'est sûr, à la WWE, il voulait réussir, surtout de cette année. Et d'ailleurs, réussir, il réussira. Je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà. Passons au match. Les deux font leur entrée. Et après, on passe au combat, combat de technique. Ça commence directement aux techniques. Ça commence toujours par là, et c'est normal, parce que dans la vie, il faut être technique, et pas non technique. Faut dire, il faut un peu admirer la beauté du catch, et c'est ce qui est le plus important. Beaucoup de prise finish, hein, et beaucoup de psychologie dans ce match. Quand AJ voulait tenter son Styles Clash, on sait bien qu'il se fait toujours contrer. Et quand c'est Chris Jericho, lui aussi voulait tenter le Styles Clash, mais faut pas trop jouer avec le maître du Styles Clash. Et quand c'était un Calf Crasher, Jericho se retenait d'abandonner. Donc il a serré les dents pour éviter d'abandonner. Et quand c'est The Walls of Jericho, AJ est au pied du mur, mais il n'abandonne pas, il trouve toujours un moyen de s'en sortir. Et si je crois bien, il a subi 2 fois... je crois que c'est 2 fois en fait, hein, les Walls of Jericho qui se prend. Et quand c'est un code breaker, il se relève. Et quand c'est Styles Clash, Chris Jericho s'en relève, pareil pour le Phenomenal Forearm. Donc il s'en relève, que ce soit première, deuxième tentative, Chris Jericho s'en relève. Et quand c'est première, deuxième tentative sur AJ, c'est pareil pour Styles, il s'en relève. Au moment où il veut tenter son 450 splash et après partir pour le Phenomenal Forearm, je me rappelle que Chris Jericho il pousse l'arbitre pour faire un code breaker et là il va le battre directement AJ. Donc il a enfin gagné sa rivalité et si je crois bien il est présent dans le coffret des matchs phénoménal de AJ. Peut-être que j'aurais pu aller vérifier mais je pense hein, parce que celui-là je sais bien qu'il est présent. Et que peut-être que j'ai trop de matchs à mon activité, que je pars, euh, je pars directement en vrille. Faut dire, quand je pars un peu dans tous les sens, c'est pas quelque chose que j'aime bien forcément.
Mais le match pas mal, hein. Donc ce match en description. Après, ben, Zack Ryder qui se fait interviewer et qui vit un WrestleMania moment. Même s'il a célébré avec son père, qui était dans le public. Ça, j'aurais pu vous en le dire après sa victoire. Mais il fête sa victoire avec son père. Et il obtient des remerciements des légendes des légendes. Oh putain, pourquoi je raconte n'importe quoi. Le remerciement des légendes dans les coulisses. Je m'en rappelle avec Stone Cold Steve Austin, Scott Hall et d'autres catcheurs. Et en plus, intéressant, c'est que Zack Ryder avait montré une photo lorsqu'il est venu voir Razor Ramon lors de WrestleMania 10, je crois, parce que je sais bien qu'il avait une photo de lui quand il était plus jeune. Et que pour lui, avoir le titre et faire une photo avec son idole de jeunesse, ben, c'est quelque chose de... Je sais pas comment on peut le dire, mais faut dire quand on rencontre quelqu'un, une célébrité qu'on s'attend pas du tout, que ce soit de foot, dans la chanson, dans le cinéma, dans le sport, que ce soit même les boxeurs, les footballeurs, comme j'ai dit précédemment, même les catcheurs ou n'importe quelle progression et de discipline, on va dire ça comme ça, et sa passion, sa progression, tout ce qui peut inculper les personnes, sachez que c'est un rêve qui se réalise. Même si en tant que catcheur, on peut réaliser un rêve du fait que ça nous réussit, mais de là à rencontrer ses idoles, ben, c'est grandiose. C'est vraiment grandiose. Voilà. Et après, on passe au match par équipe. Tout d'abord, je vais un petit peu couper car je dois avoir un besoin pressant. Donc, on se rejoint tout de suite. Donc, oui, je poursuis. Maintenant, ben, match à 3 contre 3. Donc, on va dire match à 6. La Ligue des Nations contre le New Day. Et bien sûr, ben, dans la Ligue des Nations, si vous vous rappelez pas, il faut que je vous fasse rappeler. La Ligue des Nations, c'est Sheamus, Alberto Del Rio, Wade Barrett et Rousseff. Mais là, c'est Sheamus, Wade Barrett et Alberto Del Rio qui combattent, tandis que Wade Barrett, ben, lui, il combat pas. Vu comment il est en tant qu'accompagnateur. Et tandis que le New Day, ben, ils sont trois, donc ils ont forcément, on va dire, le champ libre pour se battre. Du fait qu'il n'y en a pas un qui reste à l'extérieur pour rien. Et que je me rappelle, ben, dans la boîte de Kellogg's Booty House, et je me rappelle qu'ils n'arrêtaient pas en parler pour les céréales Booty House, et que leur fameux, on va dire, stand publicitaire, ben, on va dire, je vais dire ça avec humour, Booty House, and Sarah, are you booty? Je crois que ça veut dire. Je sais bien, je me rappelle en version française. euh, avec les booty hoes, vous n'aurez pas une tête de cul. C'est tout con, hein. Franchement, c'est vraiment tout con. Mais je me rappelle qu'en français, on disait avec les booty hoes, vous n'aurez pas une tête de cul. Et que on sait bien qui a repoussé ben, la boîte de Kellogg's. Je crois que c'est le staff ou alors le New Day qui a fait ça. Comme s'il sortait d'une Kellogg's surprise. Et ils étaient déguisés en Super Saiyan. Oui. Avec les cheveux en pétard, queue de singe. Donc ça se voyait que c'était le côté Super Saiyan. Donc on va dire Dragon Ball Z style, on va dire ça comme ça. Malgré qu'ils ont fait ben, le genre de cosplay un peu à la manière du New Day, qui est du New Day tout craché. Étiquette WWE, ça va pas le sauver. Malgré qu'ils avaient forcément bah, tout le public dans la poche en chantant New Day Rocks, mais malgré leur petit code de divertissement parlant avec le côté bah, funimement parlant, donc le côté drôle, ça va pas les sauver du tout, vu comment, sans qu'on s'y attend, ces victoires
de la Ligue des Nations, si je me rappelle bien. C'est Wade Barrett, alors qu'il n'est pas censé combattre. Il donne un bullhammer à Xavier Woods et ça permet à Sheamus de faire un bro kick et de remporter le match. Je le dis direct, hein, vu comment il s'est un peu passé dans tous les sens. Et si jamais vous m'écoutez encore dire des bêtiseries, vous allez être saoulés. Voilà. Mais après leur victoire, ils prennent le promo en disant que la Ligue des Nations règne sur la WWE, alors qu'en vérité, pas du tout. Et c'est là où les légendes font leur apparition, notamment Mick Foley, Shawn Michaels et Stone Cold Steve Austin. Donc, un combat entre enfin, 3 contre 4. Mais ça va pas, on va dire, causer problème aux légendes. On va dire, oui, ils ont enterré la Ligue des Nations. Même l'autorité a enterré la Ligue des Nations. Hein. Il faut croire, ils sont pas à leur premier enterrement. Et que peut-être lors du lendemain de... Le lendemain de WrestleMania... Ouais, je crois lors de l'épisode de Raw. Je me rappelle qu'ils se sont débarrassés de Wade Barrett. Et qu'après ils se font attaquer par la Wyatt Family. Et que c'est là où ça a parti en miettes. Vraiment en miettes. Même si ce show est jugé comme l'un des pires WrestleMania de tous les temps, il faut voir pour mieux comprendre et pour voir s'ils ont raison ou non. Et après ça, le New Day, ils se sont remis des terribles agressions de la Ligue des Nations. Ils en profitent en dansant, en rigolant, en clapant des mains avec les légendes. Et que Mick Foley va danser. Et que Shawn Michaels également, mais sauf que lui, j'avais l'impression qu'il faisait un petit twerk. Un petit twerk. Et après, c'était autour de Stone Cold Steve Austin. Lui qui est pas trop... lui qui est pas trop dansant. Lui, c'est plutôt du divertissement. Et de la bagarre. De l'alcool également. Et tout ce qui est violent, ça lui implique. Mais de le voir danser avec le New Day, c'est imaginable. Même s'il a fait quelques petites pas de danse avant d'envoyer les deux fucks, il renvoie un stunner à Xavier Woods. Et après, c'est les légendes qui célèbrent avec des canettes de bière. Et ça s'arrête ici. Même si la soirée est loin d'être terminée. Car on passe maintenant au No Horse Ball Strict Fight. Donc bagarre de rue, aucune prise interdite. Entre Brock Lesnar contre Dean Ambrose. Alors le match, il n'est pas non plus si mémorable que ça. Pourtant, je m'en rappelle des bons souvenirs. Vu comment Dean Ambrose voulait un petit peu titiller Brock Lesnar en disant qu'il veut l'affronter et qu'il veut l'emmener à la Suplex City. Donc lui voulait vraiment rentrer dans la ville de Suplex City. Vu comment dans cette ville, il veut créer l'anarchiste. Vu comment c'est un anarchie dans l'âme. Donc lui, c'est plutôt pour prendre le contrôle et tout simplement le pouvoir. Et qu'on sait bien que Brock Lesnar ne voulait pas travailler avec Dean Ambrose. Étonnant ça, qu'il ne voulait pas travailler avec Dean Ambrose. Ouais, parce que ça s'est ressenti. Peut-être qu'il s'attendait que ce soit d'autres, mais pas Dean Ambrose, alors que Dean Ambrose, c'est quand même le bon gars qui a du cœur. Il est fou, mais il a des valeurs, il a son honneur, il a tout pour faire plaire à un catcheur babyface, car il faut savoir que c'est un babyface avant d'être un heel. Mais que on pensait que c'était terminé pour Ambrose, hein, qui partirait ailleurs que la WWE. Eh non. Non, il en est resté, car après, il sera récompensé lors de cette année. Vous savez bien pourquoi. Mais ça, je vais pas dévoiler directement. Ouais, des fois, je me marre tout seul. Hein. Je me marre tout seul parce que je sais bien que les choses comme ça, tellement évidentes, sont tellement si évidentes pour moi. Donc, comme je disais, Brock Lesnar ne voulait pas travailler avec lui. On se rappelle de l'agression dans le parking et que Dean Ambrose a dû conduire un camion, on va dire une ambulance,
car il voulait pas être transporté à l'hôpital, et qu'il lance son challenge également, et qu'il a même ramené des armes, notamment les armes que Mick Foley lui a données. La batte de baseball entourée de barbelés, ça rappellera les fans de la première heure de la ECW. Il a même fait venir un nunchaku, donc les deux bâtons entourés de chaînes. Donc il a prévenu un nunchaku, un kendo basique, un escalier, chaise. Il y a quoi encore qu'il a rapporté Ah oui, si je me trompe pas, Terry Funk lui a donné, je crois, une tronçonneuse. Je crois que c'est lui qui lui a donné une tronçonneuse. Et que là, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il va faire avec une tronçonneuse? Il va quand même pas couper en deux Brock Lesnar. Oh putain! Là, on se croirait dans Massacre à la tronçonneuse. Et pourtant, il a fait venir une tronçonneuse. Mais qu'il aura même pas le temps de dégainer parce qu'il faut dire, ça, c'est hyper dangereux. D'ailleurs, ne faites pas ça, même en jouant. Ne faites jamais ça. Même si vous avez des épées de samouraï, des épées de chevalier, n'utilisez pas non plus ça. Car après, ça porterait en drame. Donc sachez-le. Et qu'il a arboré un t-shirt Suplex City où il est marqué DA, donc pour Dean Ambrose, ses initiales. Il combat, il se fait dominer avec des German Suplex. Vraiment, il se fait dominer. Et oui, Christophe Ajus et Philippe Chirou, ils étaient sur place. Pas, on va dire, ringside, mais là où il y a les commentateurs étrangers. Voilà, je le dis si vous me direz ça ou trop autre. Voilà. Je le sors de nulle part. Malgré qu'il ne voulait pas travailler avec Ambrose, moi j'ai trouvé que c'était, on va dire, bien, mais sans plus. Même si je me rappelle des German Suplex, des Belly to Belly, Over the Head Suplex, et même des Superplex, je crois. Enfin, une souplesse arrière, on va dire une souplesse arrière. Et qu'après, ben, Dean Ambrose, ben, lui, malgré qu'il est sonné, il fait toujours le signe du pouce, pour l'air de dire qu'il va très bien, malgré qu'il est sonné. Et que lorsqu'il voulait prendre une chaise, ben, Lesnar, ben, on savait qu'il s'amusait avec lui en disant non, 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 qu'est-ce que tu vas faire avec cette chaise? Et ben, au moment où il lui dit ça, hello blow, et là il va s'acharner, il va le fouetter un coup de chaise, il va vraiment le fouetter un coup de chaise, et, euh, et glisser quelques Dirty Deeds, même s'il va se relever du Dirty Deeds. Et que après il s'est dit, mais je sais pas d'autre solution, je crois que la seule solution, c'est la batte en fil barbelé. Donc il prend la batte et il commence à l'embrasser. Il commence à embrasser la batte entourée de barbelés, comme si il adorait d'avoir mal, avoir souffrir. Donc il adore de souffrir de cette batte entourée de barbelés. Même si on sait que ça lui fait rappeler le bon vieux temps à la CZW. Ça le fait beaucoup rappeler. Et qu'il voulait l'utiliser sur Lesnar, mais sauf que il a préféré l'esquiver. German Suplex, F5, et on n'en parle plus. Donc victoire de Brock Lesnar. Voilà, et il repart. Ce match-là, je m'attendais à mieux, vraiment beaucoup à mieux. J'espère que certains d'entre vous le pensent de cette manière. Mais pour cause, ben, ce match-là, il était bien, mais pas si extraordinairement que ça. Pour cause, je lui mets 3,5. Voilà, je mets 3,5, comme ça on est d'accord. Ensuite, ben, les introductions des Hall of Famer. Donc les Hall of Famer que je vous ai déjà présentés. Et après, ben, on passe au match ben, pour le titre des Divas, mais sauf que ce ne sera pas le titre des Divas, WWE Women's. Voilà, donc le titre des femmes. Et que je me rappelle qu'au début du show, ben, c'est Lita qui va faire on va dire, une promo pour montrer le nouveau titre. Et bien sûr, le nouveau titre,
c'est en cuir blanc, toujours avec les plaques de WWE. Donc c'est papier collé que le titre du monde poids lourd. Mais sauf que la différence, c'est qu'à l'intérieur, il est rouge, tandis que ben, tout, on va dire, tout l'enceinte du ceinture est blanc, sauf les plaquettes. Donc il y en a qui ont été déçus du nouveau titre, car ils jugeaient que le nouveau titre était dégueulasse à cause du rouge au milieu. Et croyez-moi, même du côté de chez les Bleus, hein, ça va être exactement papier collé. Et que McMahon, vous savez bien qu'il souhaitait que tout se ressemblait. Et le problème, quand tout se ressemble, on n'est pas toujours satisfait. Et c'est pareil pour le titre universel lors du SummerSlam. Tout le monde ont chié sur le match avec le titre, alors que c'est quasiment un bon match entre Demon King et Seth Rollins. Et ça, c'est une autre histoire. Tandis qu'on passe directement au match. Becky Lynch qui a fait son entrée en premier. Ensuite, ce sera Charlotte qui fait son entrée avec son père. Et après ça, ce sera Sasha Banks accompagnée par le fraîchement couronné Hall of Famer Snoop Dogg. Lui qui n'a pas fait une carrière dans le catch, mais il respecte le côté divertissement dans le catch. Et pourtant, c'est rare d'un rappeur. Et c'est rare la plupart des gens qu'on pensait qu'ils ne s'intéressaient pas du tout au catch et que ils adorent de s'y investir. Faut dire, là-bas, c'est, on va dire, ils ont un côté business. C'est le côté business qui parle et le côté passion. Mais quand c'est en France et en Belgique, on prend le catch, l'air de dire c'est quoi ce sport c'est pas, c'est même pas un sport, on peut même pas qualifier de sport, c'est totalement faux. Tout est joué. Ça se voit que les lutteurs sont, on va dire, en train de simuler. Et, et c'est pour ça qu'il a été, on va dire, classé comme pas un vrai sport du tout et que c'est assez divisé entre les personnes qui adorent et ceux qui n'aiment pas. D'ailleurs, on ne comprend vraiment pas du tout, je ne comprends pas du tout l'intérêt aussi. Mais bon, ça, c'est les gens qui changent pas d'avis. Tout d'abord, je me rappelle que Sasha Banks, elle était habillée, enfin, notamment son collant qu'elle portait, euh, le, le pantalon collant de Eddie Guerrero, donc un hommage à Eddie Guerrero, un qui a été ses catcheurs préférés pour Sasha Banks. Oui, 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 Eddie Guerrero en a percé des générations plus d'un et faire admirer les styles, quoi. Donc, pour s'inspirer d'un tel lutteur, ça, ça prouve qu'on apprécie formellement son lutteur préféré. C'est un peu comme avec Hulk Hogan, Macho Man Randy Savage ou peut-être Ultimate Warrior. Et si jamais vous admirez Stone Cold Steve Austin, ce sera pareil. Ou encore John Cena. Si jamais on s'y intéresse à John Cena, pour le côté de son style et pas pour son côté in-ring, c'est totalement différent. Et c'est un peu pareil avec Ric Flair. Donc c'est un peu comme avec Ric Flair, ou encore si vous voulez imiter Jeff Hardy, il faut ressembler au charismatique Enigma. Mais ça, je crois que j'en ai assez dit. Donc pareil, un match vraiment au finish. Quand c'est Sasha Banks qui est destinée à remporter le titre, elle fait un backstabber et un backstatement soit sur Becky ou alors c'est sur Charlotte. Mais à chaque fois, il y en a toujours l'une ou l'autre qui intervient pour casser le décompte. Et quand c'est Becky Lynch, elle, c'est sûr, c'est l'une des catcheuses qu'on s'attendait, qu'on s'attendait le moins à être championne, vu comment on disait qu'elle allait pas réussir. Et pourtant, elle a réussi justement. Elle faisait tout le temps le armbar, ouais, on va dire le cassage de bras qu'elle fait tout le temps. Donc elle parle en armbar, et aussi même sur Sacha que pour Charlotte. Et après, je me rappelle un double natural selection de la part de Charlotte.
Et surtout, un moonsault à l'extérieur, même si elle aurait pu faire un genre de moonsault qui elle part en tire-bouchon, parce que vu comment elle l'a dans l'une de ses moves préférées, mais je crois qu'elle préférait de plus trop l'utiliser de peur qu'elle se fait mal, et ça je comprends, même si elle est légèrement athlétique et qu'elle impose sa supériorité en tant que catcheuse style ancienne, à la manière de son papa, et qu'on sait que le Nature Boy n'est jamais loin pour soutenir sa fille, ça c'est sûr et certain, et que après, je vais vous dire ça, elle fait la prise en 4 et prise en 8 sur Becky Lynch, et que Sasha Banks voulait casser le décompte, mais Ricky a pris la jambe de Sasha Banks pour l'empêcher, et du coup, Becky Lynch a abandonné. Donc, elle peut remercier son père, bien sûr Rick, d'avoir réussi à gagner le match, et surtout abandonner le concept des divas pour un autre titre. Donc, on va dire c'est elle la première championne féminin de Raw, même s'ils n'appelaient pas encore comme ça, mais je le dis direct, et que ce match-là, il était c'est pas le mauvais, hein. Il était très très bon. Je vous le cache pas, il était très bon. Pour cause, vu comment les trois catcheuses se sont donné le meilleur d'eux-mêmes pour produire du bon catch. Et peut-être que j'aurais pu vous en parler de NXT TakeOver Dallas. Mais ça, peut-être que je vais vous le dire tout à l'heure. Tout d'abord, ce match-là, 3,40. Je le mets 3,40 car il est excellent. Voilà. Et qu'elle n'a pas fait du mauvais match, Charlotte, même si encore le titre il reste assez critiquable. Ouais, peut-être que j'aurais pu vous en parler de NXT TakeOver Dallas, avec des matchs excellents, notamment le match féminin entre Bayley et Asuka, car je me rappelle qu'il était énorme, et aussi entre Finn Balor et Samoa Joe, tandis que Finn Balor et Samoa Joe, eux, ils auront fait ben, tous les matchs de l'année 2015 jusqu'à 2016 où ça prendra fin. Ça a été une rivalité incroyable. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Euh, peut-être allez, Alpha Academia qui remporte le titre des Revival qu'on connaît maintenant sur le pseudonyme de l'équipe FTR, alors qu'ils ont été excellents, vraiment excellents. Mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, mais que je peux pas vous le citer et que je vais pas les noter vu comment j'ai pas le NXT Takeover Dallas. D'ailleurs, il n'existe pas en pay-per-view DVD, hein, et c'est ça ce qui est dommage. Hein. Voilà, maintenant je passe la suite du dernier DVD 2. Le match Hell in a Cell entre l'Undertaker et Shane McMahon. Oui, pour revenir à l'histoire, lors de la remise du trophée en diamant de Vincent J. McMahon, réservé à Stephanie McMahon, la petite princesse à son papa, eh ben Shane McMahon, il fait son retour surprise, lui qu'on s'attendait pas à le voir du tout, mais on sait bien qu'il a été là, c'est pour remplacer Sting, qui était vraiment blessé, et que les médecins ne veulent pas l'autoriser à le voir catcher, alors que lui, il voulait battre l'Undertaker, affronter l'Undertaker justement, mais ça va pas le faire. Donc ça a été Shane McMahon qui a été choisi, et qui décide de se mettre en rivalité avec son père et le Taker, car lui, il souhaitait un truc, revenir, mais aussi pour un peu prendre le contrôle du côté de Raw ou de la WWE, et que le chairman, donc le patron, le président, appelez-le comme vous voulez, disait que, ok, mais tout d'abord, tu vas avoir un match à WrestleMania 32 face à l'Undertaker, et le match sera dans un Hell in a Cell. Et qu'après on voit Shane McMahon s'entraîner comme un dingue pour son match, car il se doit de se donner à fond. Même si encore une fois je le trouvais un peu nerveux dans la manière de se battre, Shane McMahon, parce que ça se ressent rien qu'à le voir. Faut dire après plus de 7 ans d'absence, je crois. Si je me rappelle bien, la fin de son run c'était en 2009, où il a arrêté de catcher.
mais je crois qu'il était présent lors de WrestleMania 36. Mais sauf que pour catcher, ben, il n'était pas là. Ouais, je crois après 7 ans d'absence, eh ben, c'est normal qu'on est un peu nerveux et qu'on est un peu surexcité aussi et et qu'il veut, on va dire, battre l'Undertaker pour avoir le contrôle de Raw. Bien sûr, je me rappelle que l'Undertaker s'est vengé dans le match, notamment avec l'émetteur de télévision de la table des commentateurs qu'il a dû en donner un coup à Shane. La manière de lui répondre en disant que tu devrais retenir tes coups, sinon je vais être violent avec toi. Vu comment lors d'un épisode de Raw, il avait mis un écran de table des commentateurs dans la figure et qu'il a saigné de l'œil avant de faire sa descente du coude. Et que ça annonçait leur rivalité à son prime. Et que je me rappelle que Shane McMahon faisait son entrée avec ses 3 enfants, ses 3 fils, et qui a habillé avec son visage qui est descendu du ciel. D'ailleurs, je crois avec le WrestleMania édition spéciale, bien sûr, édition spéciale, je vais pas vous le dire plusieurs fois, c'est un édition collector, faut pas me faire rappeler. Quand je dis édition spéciale, bien sûr, c'est édition collector du con. Et quand je parle du con, ben, je parle de cinéphile. Parce que lors de WrestleMania 34, il dit que c'est un édition collector. Mais je sais que c'est un édition collector. Tu crois quoi, connard? Voilà. Comme ça, je mets les choses au clair. Bon, malgré que je suis un peu strict avec lui, mais il faut dire, c'est pour la bonne cause. Et que vous devez comprendre. Donc, on sait bien que lors de l'édition collector de WrestleMania 32, eh ben, il y a le billet dédicacé par Shane McMahon, je crois, avec les photos dédicacées de Sting et d'autres objets dans ce DVD que j'ai vu dans la vidéo pas Axel, Aurélien, de la chaîne Catch Power. Ouais, car il nous avait montré ben, toute sa collection de DVD de catch, qui est impressionnant, vraiment. Tous les DVD de WWE, plus le Royal Rumble Anthology, le WrestleMania Anthology, même s'il y en a un qui est en édition en zone 1. Voilà, dommage, mais c'est pas mal. Tandis que l'Undertaker, ben, lui, son entrée, c'est du basique. Même à chaque fois quand il ferme la cage, l'air de dire c'est bon, maintenant t'es dans ma maison, je suis dans la maison du diable, et la maison du diable, c'est ma maison, je vais te faire du sale. Même si ça se jouait avec des petits coups de poing, des petits low kicks, mais que l'Undertaker va calmer directement Shane McMahon, et que Shane McMahon, il se défend, et à chaque fois quand il se défend, eh ben, il part à l'attaque, notamment avec des séries de droites, comme il a l'habitude de faire, tel un boxeur, notamment avec ses prises de risque, même si je me rappelle bien que la prise la plus risquée pour lui, c'est le coast to coast, ou encore quand il prend de la hauteur, ça je le sais directement. Et que, attendez, il y avait un escalier, même une poubelle. Il y avait ça, donc il y a moyen pour se faire la guerre dans la cage, même si encore une fois, l'Undertaker est très robuste, et qu'après, si je crois bien, après pas mal de spots de Shane à affaiblir Undertaker, il va prendre une pince, il va retirer ben, les petits attaches qui attachent la grillage, et qu'après, ben, ils vont réussir à faire tomber le grillage. Bien sûr, pas tout le grillage entier, hein, c'est que le grillage où, où ça s'est décroché. Et qu'après, comme j'ai dit, il s'est vengé avec l'émetteur de télévision, et que lorsqu'il voulait faire un Tombstone Piledriver, je crois que Shane McMahon retourne la situation et le part en prise de sommeil. Et après, ben, si je me rappelle bien, l'Undertaker s'écroule. Il s'écroule. Et si je crois bien, il place l'Undertaker sur la table des commentateurs. Et qui va prendre cette fois-ci une boîte à outils. Donc il va prendre une boîte à outils, il va le balancer dans la figure. Et qu'après, ben, Shane McMahon, voyant l'Undertaker être couché sous la table,
il a une idée en tête, mais une idée qu'il faut vraiment avoir les couilles pour le faire. Monter du haut de la cage, donc il va monter du haut de la cage, en sachant qu'il y a personne pour le rattraper si ça part mal. Parce que faut dire maintenant, c'est différent la cage du LNSL, car la cage est tellement grande qu'il fait quasiment la taille d'une maison. Et pourtant, je ne sais pas comment ça se passe sur place, mais tout ce que je sais que un coup qu'on est sur place et qu'on regarde cette cage en disant «Oh putain, qu'est-ce qu'elle est grande!» Là, c'est vrai, on se dit c'est vraiment comme une maison, hein. Il fait vraiment la taille d'une maison, hein, cette cage. Même si, encore une fois, je vous le dis, je n'ai pas été sur place pour le voir. Mais que Shane McMahon, ben, lui, il prend de la hauteur. Il remarque c'est haut, mais qu'il n'a pas peur de la hauteur, vu comment lui, il avait bien, on va dire, survécu lors d'un crash en hélicoptère. Et que ça le faisait énormément pas peur. Faut dire, il a un sacré courage, Shane McMahon, malgré que son comportement et sa réputation laissent vraiment la personne indifférent. Mais faut dire, il a vraiment une grosse paire de couilles pour le faire, hein. Parce que monter du haut de la cage, sans avoir peur pour garder le public et l'Undertaker, même si je me rappelle, il arrêtait pas de faire la signe de croix avant de s'élancer. Donc il s'élance, mais que l'Undertaker, ben, il se retire de la table pour laisser Shane McMahon atterrir tout seul en s'écrasant, quoi. Mais on sait bien que dans la table des commentateurs, il y avait un genre de... Je sais pas si c'était un genre de... Vous voyez, un genre de matelas gonflable qui se gonfle grâce à un appareil. Je crois que c'était ça pour amortir sa chute. Parce que s'il n'y avait pas ça, ben, il aurait atterrir et il serait détruit le dos, pour de vrai. Et là, c'est sûr, en se détruisant les épines dorsales du dos, ça peut être terrible pour la santé du superstar. Et surtout, ben, chez McMahon, on sait bien que ce n'est pas un catcheur, mais pourtant, il fait ça comme si c'était un réel catcheur. Car c'est ça ce qu'on aime bien chez lui. Quelqu'un qui prend des prises de risques et et qu'on le reconnaît qu'il a du cran. Donc c'est ça qu'il faut le reconnaître en lui et qu'il faut le souligner. Bon, après, c'est le début de finish du match. Et qu'après, ben, lorsqu'il se met à genoux, il fait à l'Undertaker. Et que là, l'Undertaker, ben, il décide de faire un Tombstone Piledriver et de le battre directement. Donc, il bat Shane McMahon. Et ce match-là, je pense pas déjà l'avoir noté. Non, je pense pas déjà l'avoir noté. Mais que je sais que, soi-disant, le match n'est pas non plus l'un des meilleurs de la carrière de l'Undertaker ou de Shane McMahon. Pourtant, il y en a qui ont apprécié grâce au spot que Shane a fait. Mais que, allez, pour cause, je vais le mettre... allez, 3,40. Je mets à 3,40. Ça aurait pu être pire, mais ça peut aller. Et maintenant, on passe à la bataille royale au trophée d'André le Géant. Et que là, il y a un catcheur de la NXT qui va participer. Oui. Et pareil pour un catcheur japonais où je crois que c'est Tatanka qui participe, mais je crois qu'il y avait un catcheur japonais qui participe. Et surtout un joueur de basket, le nom de Shaquille O'Neal, pour affronter le Big Show. Et bien sûr, c'est Shaquille O'Neal et le Big Show qui se font éliminer. Et après, ben, tout le monde se font éliminer. Même les Social of Cast se font éliminer. Donc tout le monde se fait éliminer, vraiment tout le monde, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Kane et, attention, Baron Corbin qui élimine Kane. Donc c'est lui qui remporte la bataille royale en remportant le trophée d'André le Géant. Et on va dire, c'est là où il a fait ses débuts officiels dans le roster. Donc c'est ses débuts officiels. Donc faire ses débuts, remporter le trophée d'André le Géant, c'est un peu légitime pour lui, même si on sait bien que ça ne va pas le conduire au rang de main eventer. Mais il a remporté un trophée, et pour ça, ce match-là, allez, 3,40 aussi.
Même si c'est pas encore exactement les mêmes niveaux que Taker, McMahon, mais je le mets quand même. Voilà. Ensuite, ben, The, le moment, on va dire, spécial de The Rock. Voilà. En tant que allez, guest host de WrestleMania 32. Vu comment on se rappelle qu'il a été guest host de WrestleMania 27. Et que là, maintenant, c'est de WrestleMania 32. Et qu'on se rappelle de la musique de Florida. Welcome to my house. Et si vous vous rappelez même pas cette période-là, ben, vous tapez Florida avec la plupart de ces musiques qu'il a fait, notamment Welcome to my house, vous allez peut-être comprendre et vous allez peut-être savoir de quoi je fais allusion. Et qu'après il fait son entrée et qu'il y a le nom de The Rock en métal qui apparaît, jusqu'à ce qu'il prend un chalumeau où il est prêt à mettre le feu. Donc il met le feu à son propre nom. Bien sûr, ça va pas cramer, mais c'est symbolique pour The Rock. Et je me rappelle qu'il a pas mal pris son temps, car il n'était pas pressé. Lui, il voulait ressentir l'énergie de la foule et de faire le spectacle. Et qu'il nous dit qu'il est de retour à Dallas, Texas. Et qu'il nous fait un long speech comme quoi ben, ce WrestleMania-là a été ben, le plus fou. Et qu'ils ont dépassé un record, je crois. Je pense pas qu'ils ont dépassé un record. Mais qu'après, si je me rappelle bien, il se fait interrompre par la Wyatt Family. Et tiens, en parlant de ce pay-per-view-là, je me rappelle qu'il y avait un roadblock qui était en 2016, mais sauf qu'il n'a pas été édité en français ni en DVD. Ah ouais, en plus. Ouais, il y avait un roadblock, mais sauf que ce sera à la fin d'année 2016. Donc, dans l'année 2016, on aura eu deux roadblocks, hein. Un dans, on va dire, presque au début d'année, et l'autre à la fin de l'année. Mais ça, ce n'est pas le sujet principal, c'est plutôt de ce mania-là. Et que Wyatt disait autour de The Rock, comme quoi que c'est l'un des hommes les plus électrisants, mais que là, il rencontre un dieu du mal. Je crois qu'il se faisait appeler comme ça, même s'il n'arrêtait pas de se dire que c'était un dieu. Il faut dire, est-ce qu'un dieu gourou d'une secte de charognards, est-ce que ça fait vendeur de dieu et que lorsqu'ils écoutent une chanson, ben, c'est une symphonie de la violence ou, euh, ou des cris de désespoir, des cris d'horreur. Bref, tout impose dans ce personnage. Et que si je me rappelle bien, The Rock, il retourne la question de Bray Wyatt en disant que qu'il a du charisme, qu'il a du talent, qu'il a le look qui va avec, et qu'il manque un truc, ben, le côté star power, même s'il veut avoir toutes les spotlights, donc toutes les lumières autour de lui, ça, ça ne fonctionne pas malgré tout. Et bien sûr, l'ego de Bray Wyatt en a pris un petit coup, tandis que quand c'est The Rock qui se prend un à son coup dans son propre ego, ben ça l'atteint pas du tout, car il y a que The Rock pour retourner la question et de faire une vanne dessus. Donc faut dire c'est un spécialiste en termes de vanne. Et que je me rappelle que le Rock il dit je peux défoncer n'importe quel d'entre vous, que ce soit euh, le mouton noir qui est Braun Strowman, ou alors celui qui a les yeux partout, tel que Luke Harper, ou encore le mouton blanc avec la barbe rousse qui est Eric Rowan, ou encore toi, Bray. Donc il lance un message, je vous prends n'importe qui, venez face avec moi dans le ring, car je suis prêt à combattre. Donc il avait déjà préparé, il avait déjà un style de combat, ses bottes. Donc il tire son débardeur de, ouais, de la musculation, je crois, parce que c'est un débardeur où il a l'habitude de suer. Faut dire quand il fait beaucoup de traction et quand il fait beaucoup de musculation, bien sûr, on va dire que les muscles ça réchauffe et que les muscles, ben, ils apparaissent en nombre.
et qu'après, ben, il tire son training à bouton, je crois. Quand il enlève, comme s'il faisait un striptease. Donc, je me rappelle de ça. Et que bien sûr, il va affronter Rowan. Et que après la cloche sonne, Rowan veut l'attaquer. Rock bottom de la part de The Rock. Il fait le tomber. Et là, c'est le match le plus court de WrestleMania. Vraiment le match le plus court. Et que ce match-là, on va dire que c'est un 1,30. Malgré le respect que j'ai pour The Rock, mais pour moi, c'est pas un des meilleurs matchs. Car il est très rapide, donc 1,30 direct. Même si la moitié des membres de la Wyatt Family ont voulu s'y attaquer à The Rock, mais on entend la musique de John Cena qui retentit et qu'on se rappelle le public qui n'arrêtait pas de chanter John Cena sucks tout le temps. Donc il apparaît au ring, il est prêt à se battre aux côtés de The Rock et que c'est pas cette période-là où il décide de s'excuser envers le Rock, car je sais bien que c'est peut-être en 2018 où il décide de s'excuser envers The Rock de tous les propos qu'il avait dit lorsque The Rock était en fin de carrière à la WWE pour une carrière à Hollywood, tandis que John Cena n'avait même pas encore percé à la WWE, on va dire ça comme ça. Mais on va dire c'est en 2018 où ils ont enterré la hache de guerre, même si en 2016 ils étaient en très bons termes. On va dire qu'ils ont commencé à être amis, même si il s'était pas encore excusé, on va dire ça comme ça. Donc on se rappelle, ils démolissent tous les catcheurs jusqu'à ce que ça arrive à Bray. Oui, ça arrive jusqu'à Bray. Et que, si je crois bien, il y avait le Rock Bottom, enfin pas le Rock Bottom, le You Can See Me de John Cena, le Rock Bottom de The Rock, jusqu'à ce qu'il passe au People's Elbow. Et après, il prend le micro, The Rock, en disant à John Cena, bon retour. Est-ce que vous sentez ce que le Rock chuchote? Oh putain, il aurait pu dire est-ce que vous sentez ce que le Rock et John Cena vous préparent, quoi. Mais il l'a pas fait. Donc c'est là où les deux ils repartent à la rampe d'entrée. Et ça nous rappelle leur confrontation à Mania 28 et 29. Voilà. Donc sympa sainement, mais le match qui est pas, on va dire, l'un des meilleurs car il est très rapide. Et que je pense que le Rock n'était pas encore préparé à combattre. Car pour lui, il suffit d'une prise pour remporter un match. Et il faut dire, il ne pouvait pas non plus se recevoir des grosses prises parce qu'il sait bien qu'il va en tourner pas mal de films à cette période-là. Notamment sa série Ballers, je crois. Car je me rappelle qu'il avait sorti une série Ballers par HBO et pas mal de films comme Jumanji, Skylanders, Rampage et d'autres, hein. Je me rappelle d'autres, hein. Et maintenant, on passe au main event. Oui, le main event qui peut être très critiquable. Il y en a qui le critiquent comme le match bon, mais ça mérite pas d'être sous la carte. Il y en a qui diront ça. Donc oui, pour le titre du monde poids lourd de la WWE, Roman Reigns contre Triple H. Donc c'est son deuxième main event pour Roman Reigns, tandis que Triple H, lui, il n'en est pas à son premier. Il n'en est pas du tout à son premier. Et que je ne veux pas tout vous le dire, car voilà, ce serait, on va dire, trop long à expliquer. Tout d'abord, je me rappelle quand Triple H fait son entrée, il y avait des personnes en costard, bien sûr, ce sont, on va dire, des genres d'esclaves pour le roi des rois, avec les têtes de mort. Donc ils étaient tous en costard tête de mort. Et qu'après, Stephanie McMahon, elle fait son entrée, elle fait un petit speech dans la promo, en étant, on va dire, avec une voix terrifiante. Bien sûr, c'est l'effet de micro qui fait ça, mais c'est pour l'air de dire bande d'esclaves, attendez-vous à ce que vous attendez une bonne récompense. Eh bien, pas du tout, car vous serez que des pitoyables incapables. Et que sans trop tarder, on accueille l'assassin cérébral, le roi des rois, le joueur,
Hunter Hearst Helmsley. Bien sûr, elle ne dit pas Hunter Hearst Helmsley, mais on peut qualifier ça de son véritable nom de catcheur qui est devenu très iconique, Triple H. Donc Triple H, il fait son entrée avec les mecs qui sont déguisés en costard avec des têtes de mort, avec le titre du monde poids lourd. Donc pour accompagner leur patron, ben, leur patron, leur maître, leur roi, quoi. Vu comment c'est lui qui dirige le royaume et qu'ils doivent l'obéir au doigt et à l'œil, vu comment c'est le champion du monde. Et que face au champion du monde et à son patron, on ne peut rien y faire. Et que je me rappelle, la rivalité est venue lors de TLC quand Roman Reigns a attaqué Triple H à cause qu'il était très 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 remonté, mais qu'il a fait parce que voilà, après beaucoup de bâtons dans les roues sans capturer un titre, ils se montrent très agressifs et que après ça, on sait bien que Triple H est arrivé au Royal Rumble pour coûter le match à Roman Reigns et aussi pour lui prendre le titre, un coup qu'il aura fait. Et qu'après, je me rappelle qu'il fallait avoir un challenger numéro 1 et que Roman Reigns a remporté le match entre Brock Lesnar et Dean Ambrose. Et que Triple H, il a justement affronté Dean Ambrose à Roadblock, où ce dernier va faire pas mal d'imitations à la manière de DX. Donc quand je parle à la manière de DX, je parle bien de Dean Ambrose, qui imitait Triple H dans le temps de DX. Mais qu'on voulait le voir remporter le match, mais voilà, Triple H a conservé le titre car on savait bien qu'il va affronter Roman Reigns dans le main event. Oui. Donc de quoi de dire mieux. Et qu'après je me rappelle que Triple H avait salement amoché le visage de Roman Reigns, notamment en le donnant des séries de coups de poing au visage et aussi faire, on va dire, taper la tête contre la table des commentateurs. Donc il lui massacre le visage, même si on sait bien que Michael Cole, ce petit cachotier, il lui a donné un capsule de sang. Et pourtant, il aurait bien pu faire un blade job, mais il faut dire maintenant, ils ont préféré arrêter le style blade job, car vous savez bien pourquoi. Et qu'après, lorsque Triple H avait battu Dolph Ziggler lors d'un épisode de Raw, Roman Reigns fait son retour, il anéantit Roman Reigns. Il anéantit Triple H, et après on se rappelle des tabassages collectifs entre Triple H et Roman Reigns, avec les catcheurs face et les catcheurs heel d'un côté, et que c'est pour ça que leur rivalité est venue à son comble. Et qu'après, quand c'est l'entrée de Triple H qui a terminé, on passe directement à l'entrée de Roman Reigns, que lui, c'est rien de spécial, à part qu'il fait en mode Superman Punch et briser la roche dans laquelle il se tenait, avec le logo de Roman Empire, l'Empire Roman. Et que oui, Roman Reigns, c'était pas encore là où il est devenu le chef tribu, enfin le chef de la tribu, et pas la tribu de Dana. Hein. Donc rien à voir avec la chanson de Manu qui chante La tribu de Dana. Si vous savez pas c'est quoi, vous tapez Manu La tribu de Dana, car ça dit dans la vallée. Voilà. Oh putain. Pourtant j'ai l'impression de faire de la pub, mais non je fais pas de la pub. Ça me fait un peu penser à ça. Ou encore quand c'est par rapport au tribal, chef tribal, ça me fait un peu rappeler Tribal King, le terme tribal. Donc vous voyez, j'ai des petites références musicales et que Tribal King, c'est celui qui est connu pour avoir fait une chanson façon sexe, donc le titre façon sexe. Oui, beaucoup de références dans mon côté quand je dis ça, mais il faut dire, pour moi, je trouve que c'est pas, on va dire, naze quand je dis ça. Même si pour vous, ça n'a aucune importance, mais je le dis malgré que ça n'a aucune importance pour vous. Car vous, ce qui compte, c'est les matchs. Donc je me rappelle beaucoup de brutalité et que le public sifflait le match, pas pour Triple H, mais pour Roman Reigns, vu comment ils ne veulent pas voir
un soi-disant catcher face remporter le titre lors de Mania 32, car personne ne voulait voir gagner. Et pourtant, la WWE va forcer à faire reconnaître que Roman Reigns doit gagner. Et que si je crois bien, c'est à cette période-là où les fans vont carrément se retourner vers Roman Reigns. De plus en plus, hein. Car on se rappelle qu'ils sont retournés lors du Royal Rumble, et que c'est là où c'est parti les premiers sifflets pour Roman Reigns, et qu'après, avec le temps, ça s'est poursuivi avec le temps, et les mois passent, et même les années, et que là, on se rend compte que la WWE nous a vraiment forcé à la gueule. L'air de dire, c'est notre futur visage de la compagnie, reconnaissez-le, que c'est, on va dire, un héros de la société. Donc, aimez-le, c'est un ordre. Donc, pour nous, c'était du forcing. Et qu'on nous force à la gueule, on n'aime pas du tout. Et pourtant, nous, en tant que fans qui adorent les faces, on adorait Roman Reigns. Moi le premier, je me cache pas, même si je me rends compte que c'est assez bizarre comment le public l'aimait pas. C'est plutôt le public majeur que le public mineur, mais, euh, mais après il y avait une raison à cela, mais maintenant on comprend maintenant toutes les raisons, et que Triple H n'arrêtait pas de torturer Roman Reigns dans le match, notamment en faisant des clés des clés de bras, et même surtout une en particulier qui a failli le plier dans le mauvais sens. Tandis que Roman Reigns, malgré qu'il revenait en force, eh ben, il prouve au roi des rois qu'il n'est pas, on va dire, à se soumettre, car le gros chien ne va pas se soumettre du tout, et que s'il faut aller franco, il va franco, notamment avec des uppercuts qui est une claque, parce que oui, ces uppercuts, ce sont des claques, et qu'après ça se battait à l'extérieur, jusqu'à ce que je me rappelle d'Inspire dans les barrières de sécurité. Ouais, donc ça, je me rappelle très bien. Même si Triple H revenait en force, il attaquait des fois en traître et de manière psychologique. Il y avait beaucoup de yeah pour Triple H que pour Roman Reigns, hein. Car pour Roman Reigns, c'est des bouh, tandis que pour Triple H, c'est des yeah. Voilà, vous avez au moins compris. Et qu'après, si je me rappelle bien, je crois que Roman Reigns, il fait un deuxième spear sur Triple H, mais que Stephanie McMahon arrive à coûter le match à Roman Reigns. Donc il voulait pas qu'il batte son homme, son mari. Et du coup, ben, ça, c'est un problème pour Roman Reigns qui doit gérer. Donc vraiment gérer. Ou alors ils ont mis KO l'arbitre, je crois. Ou alors c'est soit Roman Reigns, soit c'est Triple H. Et du coup, ben, ils ont tenté de faire, on va dire, un peu le mettre en question l'arbitre, de se réveiller en disant arrête de dormir s'il te plaît, t'as déjà fait assez la sieste comme ça. Et après il s'est remis de cette petite agression, on va dire, par inadvertance. Et qu'après, ben, Stephanie McMahon n'a pas arrêté d'intervenir dans le match, et même venir jusqu'au ring. Et quand il y avait l'arbitre et Triple H qu'ils étaient en plein dans la cible de Roman Reigns, parce que Roman Reigns il était en position du Spear, et ben ils se retirent tous les deux, et c'est Stephanie McMahon qui se reçoit un Spear. Oh. Donc elle se reçoit un méchant Spear, et qu'après, ben, Triple H totalement furax, ben, il part pour le pedigree, mais que Roman Reigns va pas perdre face à ce pedigree, car il continue le match. Et là, avant que Stephanie McMahon ben, elle puisse mourir en paix, parce que vu comment elle ne sera plus utile dans le type de match, vu comment elle s'est porté un méchant Spear, eh ben, elle donne ben, l'arme avant de rendre l'âme. Si vous voyez pas de quoi je veux dire, elle donne l'arme à, on va dire, au guerrier, au roi des rois, qui va sûrement porter un sacré coup de grâce avant
avant que celle qui lui a servi d'utilité puisse mourir en paix, avant que sa reine meure en paix, eh ben, il prend la massue, et là, vu comment c'est un match où il y a des disqualifications, ça peut partir en disqualification directe, et que il voulait se disqualifier pour éviter de perdre le match. Donc à chaque fois, il tentait les coups de massue, mais on se rappelle que Roman Reigns a fait que des Superman Punch pour essayer de faire peut-être tomber la massue, mais il avait encore dans les mains, et que lorsqu'il voulait donner un sacré coup de massue, heureusement qu'il a esquivé, et il part directement en spear, et là, pour la victoire, il remporte le match. Et il remporte le titre. Il y en a qui me diront que c'est un des pires matchs, il y en a qui me diront ça, mais il est loin d'être pire. Il est loin d'être pire, car c'est pas le pire comme à WrestleMania 27, honnêtement. Je vous dis ça de tout cœur. Et que un coup qu'il a remporté le titre, ben, malgré qu'il y avait la plupart du public qui acclamait et que d'autres parties qui le sifflaient, eh ben, il remporte le titre. Et là, maintenant, on se rend compte que c'est peut-être lui le futur visage de la WWE. Voilà, donc il a remporté le titre. Ce match-là, je crois déjà l'avoir noté. Ah, qui sait? Qui sait, je pense déjà l'avoir noté. Bref, c'est pas grave. En description si je l'ai déjà noté. Et maintenant, il faudrait que j'arrête cette vidéo parce que ça fait déjà 1h21 minutes et 25 et dans les 30 secondes, voilà. Donc il faudrait que j'arrête ça. Donc c'était tout pour WrestleMania 32. Et pour ce qui est les matchs, les bonus, les segments promo et l'ensemble, il y en a qui me diront que c'est le pire WrestleMania. C'est vrai que c'est pas l'un des meilleures éditions, je vais vous dire ça comme ça. C'est pas le meilleur édition, mais il peut être plaisant pour la plupart des matchs. Donc pour ça, je vais lui mettre de manière objective. J'hésite. 4,50. Allez, 4,50. J'ai pas envie de faire les choses à moitié, je le mets cette note-là. Et que c'est fini pour cette review. Donc c'était DVD Pro Catch pour cette review de encore sur un coffret et de pay-per-view d'un gros show annuel. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.